Bienvenue sur 5 minutes pour le climat, votre rendez-vous pour décortiquer les enjeux climatiques en un temps record. Aujourd'hui, un débat crucial, l'émergence de la gouvernance climatique à la fin du XXe siècle et surtout les avancées et les limites des accords internationaux depuis le début du XXIe siècle. Avons-nous vraiment progressé ou sommes-nous toujours bloqués dans des promesses non tenues? Avant de plonger dans notre discussion, qu'entend-on par gouvernance climatique? C'est un concept qui désigne l'ensemble des processus, institutions et mécanismes internationaux créés pour gérer la réponse globale au changement climatique. Il s'agit d'une action collective impliquant des États, des organisations internationales, la société civile et le secteur privé. Pour en discuter, nous avons deux spécialistes avec nous, M. William, climatologue renommé, et Mme Lemoine, experte en géopolitique. Accrochez-vous, car la discussion promet d'être animée. Monsieur William, en tant que climatologue, vous avez suivi de près l'évolution de la gouvernance climatique. À la fin du XXe siècle, on a vu la montée des préoccupations environnementales. Mais selon vous, est-ce que cela a vraiment produit des résultats tangibles à l'époque? Oui, la fin du XXe siècle a marqué le début d'une prise de conscience collective. Le GIEC, créé en 1988, a posé les bases scientifiques, tandis que la conférence de Rio en 1992 a montré que le monde connaissait enfin l'urgence de la crise climatique. Cependant, ces premiers efforts ont été ralentis par le manque finalement d'accords contraignants. La volonté était là, mais les actions concrètes restaient limitées. Madame Lemoine, êtes-vous d'accord avec cette analyse d'un point de vue géopolitique? Comment ces premières initiatives ont-elles façonné la gouvernance climatique actuelle? Je suis d'accord en partie. La conférence de Rio a certes posé les bases, mais les tensions entre les pays du Nord et du Sud ont compliqué les choses. Les pays industrialisés, historiquement responsables des émissions, devaient faire face à des demandes de plus en plus pressantes pour soutenir les pays en développement. Ce concept de responsabilité commune mais différenciée est né à cette époque et continue de structurer les négociations climatiques. Passons maintenant aux avancées les plus récentes. Monsieur William, qu'en est-il de la COP21 et de l'accord de Paris de 2015? Beaucoup le considèrent comme un tournant. Pensez-vous que cet accord soit vraiment à la hauteur? L'accord de Paris a été un monument historique, c'est indiscutable. Pour la première fois, presque tous les pays du monde d'ailleurs se sont engagés à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés avec l'objectif ambitieux de 1,5 degré. Mais soyons honnêtes, l'accord repose sur des engagements volontaires. Il n'y a aucune contrainte légale pour ceux qui ne respectent pas leurs promesses. D'ailleurs, c'est là que réside le problème, parce que beaucoup de paroles, mais sans mécanisme coercitif, on risque de rester dans l'inertie finalement. Là, je ne suis pas entièrement d'accord. L'accord de Paris, même sans sanction, a permis de créer une dynamique internationale. Oui, les engagements sont volontaires, mais la pression sociale, économique et diplomatique devient de plus en plus forte. Aujourd'hui, aucun pays ne peut se permettre de rester inactif sans subir des critiques. Il y a aussi des initiatives locales et régionales qui se développent en parallèle. Mais justement, cette pression est-elle suffisante? Monsieur William, pensez-vous que l'accord de Paris ait vraiment les moyens de changer la donne? Sans mécanisme contraignant et sans un financement solide, je doute qu'on atteigne les objectifs fixés. Prenons l'exemple par exemple des 100 milliards de dollars promis par les pays développés pour aider les pays en développement à s'adapter au changement climatique. Cet objectif n'a toujours pas été atteint. Vous voyez, cela a montré les limites de l'accord. Il faut plus qu'une bonne volonté, il faut des actions concrètes et cela passe par des financements, et des sanctions. Madame Lemoine, pensez-vous que les financements soient vraiment le nerf de la guerre dans ces négociations? Absolument. Les financements sont essentiels, mais il faut également des innovations technologiques et une véritable transition énergétique. Les pays en développement ne peuvent pas porter seuls ce fardeau. Les pays industrialisés ont une dette climatique à rembourser et cela passe par un soutien massif aux économies en voie de développement. Et enfin, Monsieur William, pensez-vous que les citoyens peuvent vraiment influencer la direction des négociations climatiques internationales? Oui, ils l'ont déjà fait. Regardez par exemple la pression qu'exercent les mouvements comme celui de Greta Thunberg. Grâce à ces mobilisations, les gouvernements sont forcés de revoir leurs ambitions. Mais il est crucial que cette pression se transforme en changement réel dans les politiques publiques. Sans cela, la colère populaire va continuer à croître et la crise climatique ne fera qu'empirer. Un débat passionnant, mais qui montre à quel point la route est encore longue
pour une gouvernance climatique véritablement efficace. Merci beaucoup à Monsieur William et à Madame Lemoine pour leur éclairage. Vous écoutez 5 minutes pour le climat et nous espérons que vous avez apprécié ce débat animé. À très bientôt pour d'autres discussions.